Alerte et de maltraitance. Alors, de ne pas vous endormir, c'est redoutable. Oui, je disais donc que je vais essayer de ne pas vous laisser vous endormir à cette heure redoutable. C'est pas très drôle comme intervention, je vous le dis tout de suite. C'est assez ancien en fait. Les premières études sur la maltraitance et sur la maltraitance sexuelle, les violences sexuelles, la première, on la remonte à 1867. Donc c'est pas récent. C'est un type qui s'appelle Ambroise Tardieu, c'est un médecin. Et donc il alerte ses confrères sur les mauvais traitements et sur les violences sexuelles infligées aux enfants. Et quand même, il publie un article sur les sévices subis par 339 filles de moins de 11 ans, victimes de tentatives de viol ou de viols répétés. Mais ces travaux restent sans effet. Et c'est seulement dans les années 70 que l'on commence à aborder la question des maltraitances sexuelles chez les enfants de manière sérieuse. Je ne vais pas parler que des violences sexuelles dans l'Église, j'en parle d'une manière générale. Donc les violences sexuelles, on le sait, ont de profondes répercussions sur la santé physique et psychique et sur le développement psychosocial, en particulier sur les capacités de l'individu à faire confiance aux autres personnes et plus tard à construire une vie de couple. Quelque chose de très important, c'est que la souffrance psychique ne s'exprime pas toujours tout de suite. Plus de 30% des enfants, alors ça c'est des chiffres que j'ai trouvés dans la littérature, le psy, voilà. Plus de 30% des enfants ne manifestent pas de réaction préoccupante au moment des faits. J'ai entendu un témoignage il n'y a pas très longtemps d'une femme d'une 50aine d'années qui avait de bons souvenirs de son enfance, et puis, alors à la faveur d'une psychothérapie, donc ça ne fait pas si bien que ça, enfin grosso modo, elle a quand même réussi à construire sa vie, les souvenirs sont revenus. Et en particulier, elle a un frère qui s'était suicidé, et peu à peu, alors il y a eu aussi des faux souvenirs, etc., mais ce n'était pas le cas. Peu à peu, elle s'est très bien souvenue de ce qui s'était passé, et d'ailleurs c'est la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, que leur père abusait tous les soirs, son frère et elle. Donc c'est une femme qui pendant 30 ans avait mis de côté, parce que le psychisme humain est fait de telle façon que parfois on arrive à mettre de côté des souvenirs qui dérangent, et c'est apparu là au moment où elle ouvrait un peu, quoi. Même si la douleur n'est pas apparente, certaines personnes souffrent néanmoins de troubles affectifs profonds que l'on peut nommer donc traumatisme silencieux. En fait, certaines personnes donc verront leur état psychique se dégrader après un temps de latence traumatique de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Le traumatisme peut avoir des effets dormants et surgir soudainement à la faveur d'événements personnels ou familiaux ou d'une thérapie. Mais on estime que près de 60% des enfants manifestent leur souffrance par le biais de signes somatiques, comportementaux ou psychologiques qui peuvent s'associer ou se succéder dans le temps. Je voudrais dire et redire qu'aucun signe n'est spécifique de violence sexuelle. C'est-à-dire que des enfants peuvent aller mal et même présenter des signes importants sans que pour autant il n'ait vécu de traumatisme sexuel et parfois même de traumatisme tout court. Donc ce que je vous dis là, c'est plus voilà, pour en parler, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir échanger à la suite de cet exposé, mais c'est pas du tout pour asséner quelque chose qui serait mathématique. Donc en fait, c'est la conjonction, l'accumulation, la permanence d'indices physiques
et de signes en rupture avec le comportement antérieur, ça c'est très important, qui pourront faire sens. C'est-à-dire qu'un enfant qui va bien et qui tout d'un coup se renferme, eh ben, on est plus inquiet. C'est extrêmement rare que les enfants, mais même les adultes d'ailleurs, révèlent spontanément et clairement les maltraitances sexuelles qu'ils subissent. Surtout si l'agresseur est un proche, évidemment. Pour autant, quand il s'agit, là encore, d'allégations spontanées, pas si on les interroge, parce que si on les interroge, les enfants ils peuvent aussi, pour faire plaisir à la personne qui les interroge, raconter des choses et aller dans le sens de la personne qui interroge. Pour ça, attention. Mais c'est très rare que les personnes victimes, spontanément, parlent de leur maltraitance, et surtout chez les enfants, et surtout si l'agresseur est proche. Pour autant, les allégations mensongères sont rares. Les enfants taisent et même dénient plus souvent une agression à caractère sexuel qu'ils avancent de fausses déclarations. C'est-à-dire que quand ils voient les faits que ça fait en parlant de ce qu'ils ont vécu, il n'est pas rare que des enfants finalement fassent marche arrière. Mais ça, c'est pour ceux qui parlent spontanément, encore une fois. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les enfants de dire ce qui leur est arrivé ? J'illustrerai ça tout à l'heure en parlant d'un film qui est vraiment un très bon film, qui s'appelle Les Chatouilles, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a été une petite fille violée de manière répétée par un voisin au-dessus d'un ami de la famille, au-dessus de tout soupçon. Alors pourquoi est-ce que les enfants ont tellement de difficultés à parler spontanément de ce qui leur arrive ? D'abord parce que le contexte est violent et que la violence est souvent nimbée de secrets. Donc on ne parle pas du secret du confessionnal là, ou du secret médical. On parle du secret malsain. D'autre part, dans un environnement social précaire, les enfants peuvent être en difficulté pour communiquer. Il y a des enfants qui ont des difficultés, des troubles du langage, des troubles de la communication. Pas parce qu'ils sont forcément autistes ou psychotiques, mais parce qu'aussi ils sont dans des familles très démunies où le langage n'est pas tellement n'est pas utilisé de manière à communiquer. Soit parfois parce qu'il leur manque les codes sociaux élémentaires et donc ils seront plus difficilement écoutés, ces enfants-là. Et puis il y a des enfants qui peuvent ne pas être capables de repérer ce qu'est une violence sexuelle dans certaines familles très dysfonctionnelles. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il est rare que les enfants communiquent spontanément avec des personnes inconnues. Et en plus, leur expérience d'avoir été des enfants maltraités a pu leur apprendre à se méfier des adultes. Ensuite, l'agresseur a pu les intimider. C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'agresseur a pu faire de l'enfant le complice de son secret. Et puis, par exemple, exercer alors un chantage style un chantage direct vis-à-vis de l'enfant, lui dire qu'il va lui faire du mal, mais plus souvent lui dire que ça risque de bouleverser sa vie et donc il risque de se suicider. Autre chose qui va freiner la communication, c'est la culpabilité. Parce que quand vous avez, alors surtout chez les victimes qui ont éprouvé du plaisir, ça existe, le plaisir dans le cadre des actes pédocriminels. Et donc, la victime va être envahie de culpabilité. Donc elle ne va pas parler facilement. La proximité avec l'abuseur aussi va être un facteur, un frein à ouvrir la parole. Et puis, il est très difficile pour l'enfant de dénoncer la personne de laquelle il dépend pour sa survie. Si c'est son père, ça arrive. Si c'est son père, eh bien, ça va être encore plus compliqué. L'enfant peut avoir peur des conséquences du dévoilement. Et bien sûr que si la violence est reconnue, alors il y aura de nombreuses conséquences pour sa famille, qui risque d'être disloqué. L'abuseur peut être incarcéré, l'enfant placé, c'est une réalité. Si
le traumatisme est avéré, c'est ce qui va se passer, souvent le couple divorce, etc. La crainte de ne pas être entendue aussi est un frein, d'autant que les victimes dévoilent souvent les abus lorsqu'elles sont en conflit avec l'abuseur. Par exemple, des filles devenant adolescentes, éventuellement avec des actes un peu délictueux, et ça va les décrédibiliser aux yeux de leurs proches, donc ça va être plus compliqué. Les enfants peuvent aussi redouter une confrontation avec l'auteur des violences. Ils risquent d'être accusés de mensonges, de méchanceté, de malveillance, et comme ce sont des enfants qui sont déjà en général l'objet de beaucoup de manipulations de la part des adultes, ils vont être très inquiets par rapport à ça. Surtout que les premières déclarations des enfants, elles peuvent dans un premier temps être confuses ou parcellaires, et donc les personnes qui ne le savent pas sont souvent peu inclines à prêter foi à ces déclarations qui sont au début un peu balbutiantes. Et puis bien sûr, ils peuvent douter de la bienveillance des adultes, or ils ne dévoileront les agressions qu'à une personne de confiance. On peut noter aussi évidemment le handicap, qui rend peu probable la dénonciation des faits. Ça, c'est ce qui empêche les enfants. Non, qu'est-ce qui empêche les adultes d'entendre les enfants victimes de violences sexuelles ? Bien d'abord le tabou de la sexualité, le fait qu'on n'imagine pas. Dans ce film, justement, Les Chatouilles, on verra que les parents ne peuvent pas du tout imaginer que leur meilleure amie, qui est là tout le temps, abuse leur petite fille. Les émotions des intervenants aussi, parce que les situations dramatiques qui impliquent des enfants suscitent évidemment de fortes réactions émotionnelles, et donc les intervenants eux-mêmes s'en protègent parfois inconsciemment en négligeant involontairement les signes d'alerte. Et toujours aussi à cause des conséquences éventuelles d'un dévoilement, incarcération, suicide, dislocation de la famille, placement de l'enfant. Voilà, quand doit-on s'inquiéter ? Dans un contexte de violence physique, quand on sait qu'il y a des violences physiques, alors d'abord on s'inquiète de ces violences-là, et puis on peut s'inquiéter de toutes sortes de violences. Du coup, dans un climat violent, tout peut arriver. On sera évidemment particulièrement attentif aux signes importants, notamment de dénutrition pour certains enfants, ou de mauvaise hygiène chez les adolescents. Alors, la mauvaise hygiène, c'est vraiment une question qui mérite qu'on s'y arrête, parce que, à mon avis, c'est un des signes qu'on rencontre le plus souvent chez les personnes qui sont victimes de traumatisme sexuel. C'est-à-dire qu'il y a, finalement, ce qui arrive, c'est une espèce de haine du corps, si bien que les personnes ont beaucoup de mal à ensuite soigner ce corps, quoi. Et puis c'est aussi une façon de se mettre à distance des autres personnes qui pourraient être agresseurs. Voilà, alors bien sûr que les médecins vont être attentifs à certaines infections, en particulier génitales, à certaines manifestations somatiques. Moi je travaille en pédiatrie, et les enfants qui reviennent régulièrement pour des douleurs abdominales, pour des troubles digestifs, ils vont nous inquiéter aussi d'un point de vue psychique parfois. Il n'y a rien de systématique, mais c'est quand même des signes auxquels il faut penser, en tout cas pour nous les médecins. Chez une adolescente enceinte, bien sûr qu'on va penser aussi à des abus sexuels et à éventuellement un viol. Ce qui est important à prendre en compte, c'est un changement récent et massif du comportement de l'enfant, qui doit là, d'emblée, inciter à envisager l'éventualité d'un traumatisme, pas forcément sexuel d'ailleurs. C'est l'apparition de peurs incontrôlables, de pleurs, d'une tristesse, d'une énurésie, c'est-à-dire un enfant qui était propre et qui ne l'est plus, d'une encoprésie, c'est-à-dire un enfant qui se remet à déféquer dans sa culotte, de troubles de l'appétit, de troubles du sommeil, ainsi que le désinvestissement massif d'activités auparavant importantes pour lui. La scolarité, ses centres d'intérêt auxquels il tenait beaucoup et tout d'un coup qui n'ont plus d'intérêt pour lui, ou en tout cas qui n'investit plus. Ce qui change là. Chez le nourrisson, la souffrance se manifeste par un trouble du fonctionnement global. L'augmentation des pleurs, des cris, des troubles de l'alimentation, du sommeil, là encore. Et surtout, un ralentissement du développement psychomoteur et un ralentissement staturo-pondéral. À l'adolescence, les signes les plus évocateurs d'une souffrance
sont les comportements asociaux, tous les actes délictueux, les actes aussi d'autodestruction, les tentatives de suicide, les scarifications et aussi les addictions à l'alcool ou drogue, mais aussi le rapport à la sexualité. Et là, on voit aussi, comme dans le cas, dans les troubles, dans les traumatismes sexuels, on voit les deux extrêmes, c'est-à-dire soit des comportements sexuels précoces, soit au contraire un évitement de toute sexualité. On l'a déjà dit, le rapport au corps, à l'hygiène, une préoccupation exagérée ou au contraire une négligence de l'hygiène, tout ça peut être en tout cas rencontré dans ce cas-là. Mais encore une fois, tous ces signes expriment la souffrance de l'enfant ou de l'adolescent, mais en aucun cas ne signent une maltraitance à caractère sexuel. Donc si vous avez devant vous un enfant qui souffre, dites-le lui. Ça n'a pas l'air d'aller, dis donc. Il vous dira sans doute rien de plus dans un premier temps. N'insistez pas. Mais lui, sachant que vous êtes attentif, eh bien, il saura peut-être venir vous parler. Peut-être dans un deuxième temps, si ça continue, vous pouvez en parler à ses parents. Parce que quand même, dans la plupart des cas, les parents ne sont pas des abuseurs. Et c'est quand même important d'avoir recours. Enfin, les parents sont là pour protéger leurs enfants. Ça paraît idiot ce que je dis, mais enfin, je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de campagnes de prévention qui insistent sur le fait que tous les adultes pourraient être des potentiels abuseurs. Et je pense qu'il faut quand même revenir à quelque chose d'un peu plus tranquille, parce que les enfants ont besoin d'avoir en face d'eux des adultes confiants et tranquilles. Pas idiots, pas complètement en dehors des réalités, attentifs, mais tranquilles, mais confiants. Donc parlez-en à ses parents.